Contrairement à des rumeurs persistantes, le cinéma français va bien. Pas tout le cinéma français, mais il y a quand même, bon an, mal an, des films qui redonnent totalement espoir. Alors, il y en a deux qui sont imminents sur vos écrans. Un qui est un premier film d'un plutôt jeune cinéaste qui s'appelle Jean-Pierre Limousin. Le film s'appelle Gardien de la nuit, certainement qu'on en parlera. Le deuxième s'appelle Men Océan. C'est pas le premier film de son auteur. Son auteur s'appelle Jacques Rosier, et il est là. Autant le dire d'emblée, c'est un film formidable. Et alors, il se passe sur ce film quelque chose d'assez étrange, c'est que on n'a pas envie de commencer par le raconter, même si l'histoire est très marrante, très simple, parce que ça serait pas rendre justice au film. C'est-à-dire, c'est pas un argument qui est illustré. C'est pas l'histoire plus la mise en scène. On sent que tout est venu en même temps dans la tête de Rosier. Et plutôt que moi, je tente de le raconter, ce qui serait maladroit et pas juste, je préférerais voir comment Jacques Rosier se dépatouille pour raconter son propre film. Puis après, on parlera de ce qui, moi, m'intéresse là-dedans. Bien, je vais essayer de me dépatouiller. À vrai dire, avant de commencer à essayer de le raconter, je dois dire que parfois je le raconte bien, enfin j'ai l'impression de le raconter bien, et parfois pas bien du tout. Alors j'espère que ce sera un bon jour. La première scène, parce que là je commence vraiment par le début. Parfois je commence par le milieu, mais là je commence par le début. La première scène montre une jeune femme, on pourrait croire que c'est une Antillaise, traverser au pas de charge le hall de la gare Montparnasse et attraper au vol, vraiment au vol, un train qui va vers Nantes. Elle a demandé un billet à la gare. Elle s'installe dans une voiture qui lui semble confortable, et elle s'endort. Arrive un contrôleur. Le contrôleur lui demande son billet. Elle sort son billet qu'elle a acheté, et le contrôleur à ce moment-là dit « Ah, mais vous n'avez pas composté ». À partir de là, le contrôleur entreprend d'expliquer à cette jeune femme, qui ne parle pas français, ce qu'est le compostage. Alors là, on passe dans des difficultés de communication. Alors je vais résumer à partir de là, je change de vitesse, c'est-à-dire un contrôleur dans un train, il est là pour contrôler. Quelle est la situation la plus aiguë pour un contrôleur? C'est effectivement quelqu'un qui n'a pas composté ou qui n'a pas de billet, mais enfin c'est presque pareil. Et le pire, c'est de tomber sur quelqu'un qui ne comprend pas. Donc arrive un contrôleur en chef qui tente, lui, de communiquer. Il se dit, bon, c'est une étrangère, je vais lui parler anglais. Il baragouine quelques mots d'anglais, donc il essaye d'expliquer que ce French Railway abolish ticket control. Voilà, il parle avec un accent comme moi, un accent très français. Et ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Ils pensent même que cette fille se fiche de... Il demande le passeport, elle est brésilienne, et impossible de communiquer. À ce moment-là, passe une autre voyageuse qui, elle, a entendu au passage quelques mots de brésilien, donc elle se propose comme interprète. On lui demande si elle a un billet. Au lieu de la prendre comme interprète, le ton monte très vite, et finalement, elle s'engueule avec les contrôleurs. Voilà le point de départ. Donc, 2 contrôleurs, une voyageuse n'ayant pas composté, brésilienne. 4e personnage arrivant, une avocate. Que fait une avocate dans un train? Peut-être qu'elle va défendre quelqu'un. Alors effectivement, elle est dans le train parce qu'elle est partie pour défendre dans le Maine-et-Loire quelqu'un qui passe en correctionnel. Qui passe en correctionnel? Un marin de l'Île-Dieu, un marin-pêcheur de Port-Joinville, Île-Dieu. 5e personnage, on assiste à la plaidoirie. Bon, alors, vous voyez, au départ, sont donnés 5 personnages qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. La suite va faire que ces gens vont se trouver confrontés dans une situation un peu extravagante, confrontés même violemment. Voilà, ça c'est. Je peux raconter un peu le début. Je crois que j'étais un peu long. Ça m'est arrivé de le raconter de façon plus rapide. Alors après, ça devient compliqué. Parce que ce que je pourrais dire, non pas en tentant de le raconter, mais qu'il y a un mécanisme qui s'apparenterait à celui du théâtre de boulevard, c'est-à-dire un mécanisme avec des malentendus, des quiproquos, des hasards, des rebondissements, et qui fait que effectivement les contrôleurs vont se trouver au bar de la Marine à l'Île-Dieu en présence des marins vendéens, alors qu'ils n'ont rien à voir. Et en plus, va arriver un 6e personnage dans la 2e partie du film, qui est un impresario mexicain qui vient rechercher la brésilienne, qui se révèle à ce moment-là être une
danseuse et éventuellement une chanteuse. Voilà, je n'ai pas raconté le film, j'ai raconté le début. Non. Voilà, moi je vous l'ai fait un peu raconter pour que l'auditeur se rende très vite compte que ça ne peut pas être ça. C'est-à-dire que si il imagine un film où il y aurait ça, il se dit, bon, c'est un petit film, c'est une petite pochade, drôle, insolite, où on met des personnages différents, et il y a plein de gags, et ça porte pas beaucoup à conséquence. Ah, mais je revendique quand même que ce soit Bien une sûr. pochade. Mais je veux dire qu'il va imaginer un film un peu trépidant, avec des effets gros, des effets prévisibles. Puis le film est un petit peu ça, parce que c'est son histoire, c'est sa matière, et puis évidemment, c'est aussi autre chose que ça. Non pas que qu'il y ait une dimension supplémentaire, ou qu'il y ait des choses à interpréter, ou qu'il y ait un fond secret, que seuls les initiés comprendraient. C'est un film qui dit ça et qui ne dit que ça, que ce que vous avez dit. Simplement, il le dit avec quelque chose qui est en train de disparaître du cinéma, qui est une extraordinaire attention au temps que ça prend pour les personnages d'évoluer, de se rencontrer, de se perdre de vue, de parler, de se taire, et en même temps du temps que ça prend pour le spectateur de se perdre et de se retrouver dans une histoire qui avance d'une manière plutôt lente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération folle, il y a très très peu d'événements totalement surprenants, sinon l'arrivée de l'impresario, qui arrive un petit peu comme un coup de théâtre classique, avec son grand manteau, etc. Donc, ce film qui est très drôle, où on rit pas mal, où on sourit tout le temps, et qui est très très intriguant en même temps, respecte tellement la durée que, du même coup, il respecte incroyablement ses personnages. Et ces personnages qui ne sont pas exceptionnels, et qui ne le sont pas plus à la fin qu'au début, c'est ça que je trouve extraordinaire, vous avez trouvé un moyen de les faire vivre pendant le temps d'un film. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du temps. Bon, je résume un petit peu. Jacques Rosier est très connu des histoires du cinéma, principalement pour un film totalement inoubliable, qui est Adieu Philippines. Donc, film très marqué Nouvelle Vague, dont tout le monde s'accordera à penser qu'il n'a pas assez tourné. Je pense lui le premier, puisqu'on ne compte après que 2 longs métrages, et puis des petites choses pour la télévision, et un peu de vidéo. Donc il y a le temps que ça vous prend pour faire des films, ou même pour faire votre métier de cinéaste, et puis il y a le temps que ça prend aussi au spectateur pour rentrer sans agression, sans viol, sans facilité dans une histoire qui, même si elle est simple, du coup devient très riche et très compliquée. Et puis le temps également que les personnages prennent pour s'y retrouver eux-mêmes, d'autant plus que le thème du temps est essentiel, puisque les 2 contrôleurs sont saisis dans une sorte d'intermède. Il faut qu'ils reprennent le boulot, et toute la fin du film est faite sur les mésaventures de Bernard Menez, qui va rater son service le lundi matin à Nantes. Alors évidemment, c'est un petit peu abstrait de parler du temps comme ça, mais moi, c'est la chose qui m'a le plus fait plaisir dans le film, parce que ça me manque terriblement dans les films que je vois par ailleurs. C'est comment vous vous organisez pour capter quelque chose qui n'est pas uniquement les choses sont naturelles, où elles sont comme dans la vie, où les personnages sont crédibles, mais on touche des fois la matière même du temps, c'est-à-dire une sorte de tremblement. J'ai envie de faire une double réponse, une réponse en 2 parties. La première, je vais essayer de la faire courte, c'est-à-dire le temps qui est mis entre les films. Alors là, c'est le plus compliqué, parce qu'effectivement, disons que la bonne métaphore, ça serait que faire du cinéma, c'est être en bateau. Alors quand on tourne, on est sur un bateau, et quand on ne tourne pas, on est sur un annexe. Alors si vous allez d'un bateau à un autre, vous mettez beaucoup plus de temps, parce que vous êtes forcé de ramer. Vous voyez, la métaphore est très précise. Donc on va plus vite quand on tourne. La vie se déroule plus vite et de façon plus agréable. Par rapport le temps dans le film, je suis amoureux du cinéma de langage, ce qu'on appelle du cinéma théâtral. Par exemple, pour moi, un des réalisateurs français le plus important, c'est sans doute Pagnol. Si on se réfère à la trilogie, c'est que effectivement, c'était du théâtre filmé. Mais pour moi, ce théâtre filmé du grand cinéma. Parce que précisément, les scènes s'installent, une sorte la parole s'enfle, il y a des vagues, il y a des moments comme ça. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré. Évidemment, c'est admirablement bien écrit. Donc, l'idée de faire un film avec beaucoup de dialogue,
c'est déjà de savoir bien les écrire. Et chez vous, ils sont écrits avant? Pas toujours, mais dans ce cas, oui, absolument. Le film a été écrit complètement avant, même parfois au dernier moment, mais toujours avant. Les interprètes avaient toujours une feuille dactylographie avec leur texte précis, y compris quand c'était un texte presque en phonétique, quand il s'agissait du marin vendéen. J'ai pas répondu précisément à votre question, c'est-à-dire ce tremblement du temps. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que je maîtrise pas complètement. C'est-à-dire, je maîtrise pas, c'est pas forcément voulu. Moi, je veux être attentif aux personnages, et puis je capte ce qui pour moi est le plus important. Oui, je vais essayer d'expliciter ce que je voulais dire, parce que je pense tout d'un coup à une comparaison qu'avait fait Godard et qui parlait de démocratie. Et je trouve que c'est important de parler de démocratie à propos de ce film-là. La démocratie, c'est que chaque personnage dans un film devrait avoir sa chance. C'est-à-dire ne devrait pas être réduit au stade de figurant ou être la star. Il ne devrait pas y avoir de hiérarchie donnée au départ. Donc chaque personnage qui apparaît dans l'image devrait avoir sa chance de devenir important ou pas, de ne faire que passer, de dire quelque chose de très important et de disparaître, ou au contraire de disparaître et de revenir, d'apparaître au milieu du film. Ce serait, disons, quelque chose de très proche d'une démocratie des personnages. Et à un moment, Godard était intéressé par ça. Et il me disait, c'était au moment de Passion, il disait, on prend Howard Hawks, cinéaste américain, assez démocrate. Et il disait, Rio Bravo, quelqu'un arrive dans une petite ville, il est à cheval, il descend de cheval, il attache son cheval soigneusement à une borne, il va rentrer dans le saloon. Et là, il y a un problème tragique. Soit on le suit dans le saloon, mais on peut aussi décider qu'on reste avec le cheval. Donc déjà, le problème se pose. Et Godard disait, bon, Hawks le fait rentrer dans le saloon, et il dit, mais moi je serais resté avec le cheval. Alors on suppose, quelqu'un arrive et vole le cheval. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le type qui est dans le saloon, il essaie après de retrouver son cheval. N'empêche que du point de vue du cinéma, et donc du point de vue de la durée, nous, on est resté avec le cheval. Et c'est pas du tout pareil, même si c'est la même histoire, c'est pas du tout pareil pour le spectateur. Et je dirais donc que votre film, c'est constamment le point de vue du cheval. C'est-à-dire qu'il y a une scène où l'avocate donc va faire une plaidoirie absolument hallucinante à Baugé, elle perd, et on se dit que dans un film normal, on aurait arrêté ou fait une ellipse ou trouvé un gag, mais on aurait arrêté les frais. En fait, elle vient de faire la connaissance de ce marin-pêcheur. Et pour vous, l'histoire là commence. Et là où le spectateur croirait que le gros morceau, c'est la plaidoirie, en fait, ce n'était que le hors-d'œuvre. Et le plan de résistance va commencer. Et donc après, il y a un plan, on les voit en 2 chevaux, perdus dans la nuit, à la recherche d'un autre avocat. Donc plan qui en soi n'est rien, qui n'est pas... mais qui est formidable pour moi, puisque tout d'un coup, on décide que ça vaut le coup de voir ce que ces 2 personnages peuvent affronter ensemble comme personnages, comme situation. Et le film, constamment, suit un fil. Alors, est-ce que le temps, tout simplement, c'est suivre toujours un fil? C'est-à-dire, on tricote, on ne passe pas sauvagement d'un endroit à un autre, on se refuse de jongler avec les personnages. Moi, en tout cas, si j'aime tellement le film, c'est parce que à partir du moment où il y a un fil qui est toujours sauvegardé, moi, on peut m'amener n'importe où. C'est-à-dire que le film aurait pu durer 3 heures de plus, je ne l'aurais pas trouvé lent. Et ça me paraît important pour mesurer ce qui est senti par le public comme lent ou comme rapide. Or, vos films, beaucoup de gens disent ils sont lents. Il a fallu couper un petit peu dans celui-là, par exemple. Pour moi, ils ne sont pas lents. Alors, est-ce que c'est moi qui deviens totalement marginal et qui trouve formidablement rapide des films où il se passe beaucoup de choses à chaque seconde, mais des petites choses entre les personnages, ou est-ce que on n'a pas raison à la fois d'aimer ce cinéma et de faire ce cinéma? Est-ce que vous le vivez, vous, d'une manière comme ça, comme moi je le vis, c'est-à-dire un peu une sorte de revendication qu'on devrait avoir, que le cinéma devrait nous donner le temps tel qu'il est vécu, ou est-ce que pour vous, simplement, c'est spontané, c'est comme ça, et vous n'en faites pas un cheval de bataille? J'ai voulu, je crois que je peux répondre simplement, c'est-à-dire que j'ai, dès le départ, défini ce film comme devait être un film avec 5 personnages. Au dernier moment, un 6e a été inventé. 5 personnages, il y avait 5 personnages principaux, les 2 contrôleurs, l'avocate, la brésilienne et le marin. Alors, le film, c'est comme un panoramique qui éclaire, enfin pas un panoramique, mais disons un phare qui éclaire successivement chacun des personnages. Au début, c'est l'avocate. Puis l'avocate rencontre le marin. Alors, on s'intéresse au marin. Puis, non, on pourrait dire au début, ce sont les contrôleurs. Puis l'avocate, puis le marin. Puis après, ils vont se retrouver. C'est une façon de répondre par cette nécessité de construction.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui relie Là, je fais entrer aussi l'aléatoire. C'est-à-dire l'aléatoire des rencontres, des mots qu'on envoie dans une conversation qui, d'un seul coup, détermine quelque chose de très important. Exemple, dans le train, le deuxième train, l'avocate et la brésilienne rencontrent une nouvelle fois un des deux contrôleurs. Et puis, la brésilienne dit en brésilien au contrôleur, « Tiens, on a rencontré quelqu'un qui voudrait te rencontrer, qui voudrait te connaître. » Bon, elle parle en brésilien, lui, il ne comprend pas. Il pourrait donc ne pas relever, mais il demande à l'avocate de traduire. L'avocate dit, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui vous cherche, sérieusement d'ailleurs. Voilà. Et vous voyez, ce petit mot de rien fait que... Rien. Voilà, là, c'est une articulation. Donc ça se passe toujours dans la réalité. Et cette phrase qui est entendue, qui est bien perçue par le contrôleur, va faire que le film va rebondir. Mais je n'avais pas non plus l'impression, à la construction, je me trompe peut-être, mais lorsqu'on a construit le film, j'ai une co-scénariste et co-dialoguiste, qui d'ailleurs l'interprète, qui joue le rôle de l'avocate. On n'avait pas l'impression de dérailler, c'est-à-dire on avait l'impression d'être sur une ligne droite, d'arriver à une nécessité. La nécessité était qu'il fallait se faire rencontrer des gens qui n'avaient rien à voir. Moi, une fois, j'ai vu un spectateur, je crois que c'était après la première projection publique, qui m'a dit quelque chose qui m'a ravi. Il m'a dit, lorsque l'avocate et la brésilienne descendent du train à Angers, elles quittent les contrôleurs, donc ils ne vont jamais se revoir. Et on sait, puisque c'est interprété par Ménez par Rego, qu'on va les revoir dans la logique du cinéma. On se demande comment. Et quand on les retrouve, alors il m'a dit, son plaisir de spectateur, comment il nous a emmenés là. Alors là, c'est quelque chose qui me plaît, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de, pas d'absurde, mais d'abracadabrant. Pourquoi ces gens se rencontrent au nouveau et après ont envie encore plus de se rencontrer. Mais avant d'aller plus loin, on va écouter ce qui se dit dans ce train au tout début du film. Mademoiselle, billet s'il vous plaît. Ah, vous n'avez pas composté votre ticket. Non comprendre. Pas composté. Ticket, pas composté. Composer. Qu'est-ce que vous dites? Non comprendre. Non, composté. Il fallait Stong à la gare. Stong à la gare? Non comprendre. Qu'est-ce que c'est Stong? À la gare, you Stong. Non, você. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Il y a un problème? Oui, il y a le problème de la passagère étrangère qui n'a pas composté, qui ne parle pas un mot de français. On s'en fout, elle n'a pas composté, elle a pas composté. Qu'est-ce que je fais? Tu veux payer le supplément? Je suis pas sorti de l'auberge, je ne comprends pas ce que ça veut dire composter déjà. Your attention, please. The French railways have abolished ticket control at the way out. Therefore, you must validate your ticket before departure by using the composter. The stamping machine. Stamping machine? Non comprendre. Bon, alors écoutez. First, you forget to validate your ticket at the stamping machine. 2, you are in first class and your ticket is for the second class. 3, you forget to take the supplement for this train, main Ocean, very special train. Your ticket is not valuable. Valuable? Non comprendre. Your ticket is not good. Good? Oui, alors là, je crois que c'est pas une notre tête. You are in a irregular situation. In a irregular situation. Et nous qui sommes dans une situation tout à fait régulière, on parle avec Jacques Rosier de son film Main Océan. Ce que je voulais dire simplement, c'était que quand un personnage n'est pas au centre du film, puisqu'on va de l'un à l'autre, comme vous l'avez dit, les autres continuent à être là, et ils ont été importants avant, ou ils le seront après, et ils ne passent pas pour autant au rang de comparses ou de figurants. Ils continuent leur vie. Alors on peut prendre le personnage, je sais pas, qu'on aime le mieux, ou qui nous intrigue le plus. Le plus complet, c'est peut-être Bernard Menez. Et on le voit passer par différents états, exactement comme dans la vie,
où, à un moment, il peut être totalement au cœur de la conversation et investir beaucoup de lui-même, enfin, par exemple, pour parler anglais, mal. Et puis, après, ça passe plus tellement par lui, il est là, dans le plan, et en même temps, il est toujours aussi vrai, même quand il n'est plus le cœur de la scène. Et c'est ça qui manque terriblement dans tellement de films et qui les empêche de respirer, c'est que les personnages ont une existence irrégulière, exactement comme dans la vie. Et je pense que vous allez très très loin, aussi loin qu'il est possible d'aller, avec cette sorte de respect pour l'existence des personnages, même quand ils ne portent pas l'histoire. La seule référence que je vois, et elle est très française aussi, je pensais un peu à Tati, justement, qui lui aussi était capable à un moment de garder un personnage dans un coin de l'image, parce que ça ne passait plus par lui, mais il pouvait toujours servir. Alors c'est peut-être quelque chose qui est lié au cabaret, ou qui est lié au boulevard, ou qui est lié à ce que vous appelez une forme théâtrale, finalement, pas de cinéma, mais au cinéma. Et moi, j'avoue que c'est terriblement rafraîchissant. Moi, j'ai voulu faire, il n'y a pas un modèle de construction, mais effectivement, j'ai toujours dit, c'est comme une situation de boulevard. Enfin, pas une situation de boulevard avec placard, etc., et le trio classique, mais il y a quand même tout ce côté machination. Et puisqu'on parle du personnage de Ménès, ce personnage apparaît au début, dans la première scène. Il y avait une scène qui a été coupée où il était confronté, il amenait l'autre contrôleur dîner chez sa femme, et puis finalement, la femme, il racontait leur journée, la femme prenait parti pour les voyageuses. Et il y avait une petite dispute domestique. Bon, mais en fait, maintenant, actuellement, dans le montage, il y a la scène initiale, puis Ménès, on le retrouve ultérieurement, lorsque le contrôleur Pontoiseau, c'est-à-dire interprété par Régaud, lui suggère de venir avec lui à l'Île-Dieu. Tout ça parce que Régaud a peur, puisqu'on a parlé de ce marin vendéen qui était peut-être un personnage dangereux, il a peur de l'affronter seul, on ne sait jamais. Donc il convainc son ami de venir avec lui, mais il lui dit pas pourquoi. Il lui raconte une histoire de revenir debout, qu'ils sont décalés, que les horaires de la SNCF font qu'ils ont des horaires impossibles, qu'il faut qu'ils remettent alors leur pendule, leur horloge biologique. Bon, donc Ménès réapparaît au milieu, enfin à la fin de la première partie, et se trouve à ce moment-là au milieu d'une situation absolument inattendue pour lui. Vous voyez, alors là, il y a une sorte de coup de théâtre, d'effet de surprise que j'aime beaucoup. Et c'est peut-être justement une des raisons qui me pousse à prendre un personnage, puis à l'abandonner, puis à le retrouver. D'ailleurs, on peut continuer avec Ménès, parce qu'il se saoule complètement avec le marin-pêcheur, ils deviennent copains comme cochons, après une ébauche de bagarre. Ensuite, tout se déplace sur la brésilienne et l'impresario. Et l'impresario, sur un coup de tête ou par gag, fait croire à Ménès qu'il va faire de lui une star dans le Nouveau Monde, et Ménès y croit et se laisse embarquer. Donc finalement, à la fin, il est dans un état de candeur et de fatigue et de naïveté, alors qu'au début, on l'a vu terriblement dans l'exercice de ses fonctions. Et en même temps, ce que je trouve formidable, c'est qu'on n'a pas le sentiment à la fin du film que le vrai Ménès, le vrai personnage joué par Ménès, serait celui de la fin plutôt que celui du début. Il est tous ces personnages-là. Il est comme ça quand il est contrôleur, et puis il est comme ça quand il est pris dans une situation un petit peu surprenante, ce qui m'amène à dire qu'évidemment, il y a peu de cinéastes qui jugent aussi peu leurs personnages qu'eux. Vous êtes conscient de ça ? Oui, absolument. Enfin, pendant le tournage, je ne veux surtout pas avoir un préjugé au sens étymologique sur chacun des personnages. Je veux lui laisser toute sa chance d'exister. En revanche, ce qui m'apparaît, ou alors je suis toujours très disert là-dessus, c'est sur la signification que ça a après. Je suis capable, moi, de parler des films que j'ai faits et d'analyser le destin des personnages comme si c'était pas moi qui les avais faits, comme si j'introduisais une réflexion critique sur les... Alors je pourrais en dire beaucoup, mais je sais pas si c'est à moi qu'il appartient de le dire. C'est-à-dire que je découvre, lorsque le film est terminé, quel est le sort, le destin de ces personnages. Le fait que, je vais simplement dire ça, le fait que Ménez marche avec sa valise à la fin du film sur un banc de sable, parce qu'il n'a pas pris le bateau pour une raison X, et il a été fichu à la porte d'un avion pour une raison Y, et il n'a plus qu'un recours, c'est traverser par ses propres moyens, c'est-à-dire en convainquant le marin de l'emmener. Il se retrouve perdu sur un banc de sable à marée basse, courant, regardant sa montre, et il traîne sa valise. Et à ce moment-là, quand même, il y a quelque chose qui me semble pathétique et que je n'ai pas voulu au départ. C'est peut-être la rencontre du son et de l'image.
mais que je trouve fort, je le dis sans modestie, parce que c'est un peu un plan qui indique le destin de ce personnage. C'est-à-dire ce personnage, il a un destin, il est contrôleur, son destin est de continuer. Et la valise qu'il porte... Mais vous voyez, quand j'ai tourné, je lui ai fait porter une valise, c'était parce qu'il avait une valise. Il revenait de week-end. C'était pas du tout symbolique, ça je m'en voudrais absolument de procéder de cette façon-là. Mais il n'empêche qu'après, quand je vois le film terminé, j'ai parfois des impressions comme ça. Mais moi, je crois que ça vaut pour tous les personnages, parce que tous les personnages, à un moment, ont une sorte de velléité de faire quelque chose d'un peu différent, ou quelque chose à quoi ils ont un peu rêvé. Et puis, il y a une sorte de rappel à l'ordre qui n'est pas méchant, qui n'est pas... disons comme chez Rohmer, par exemple. Chez Rohmer, des gens se font des idées sur leurs désirs, et Rohmer fait tout le film pour leur prouver qu'ils avaient tort et qu'ils seront punis, parce que, bon, c'est très, très moraliste, Rohmer, au sens janséniste du terme. Il y a des points communs chez vous, mais il n'y a pas le coup près de la comédie qui tombe. Il est quand même, pour avoir cru à un moment à quelque chose, il est quand même assez sévèrement puni, enfin, ou du moins dans son orgueil. D'ailleurs, à un certain moment, ça aurait été un peu, comment dire, pas prétentieux, mais trop de goût d'une citation littéraire, mais je voulais presque dédier le film à Jean de La Fontaine, parce que je pensais à la fable du corbeau et du renard, Voilà, justement. d'ailleurs citée par l'avocate dans l'avion au moment où Ménez est fichu à la porte. Elle dit « Le corbeau ouvre un large bec, laisse tomber sa proie ». C'est vrai qu'il y a eu la tentation. Alors là, bon, on pourrait expliquer aussi... il y a peut-être une tentation qui est plus profonde, c'est-à-dire échapper à un destin. Et le moment de la tentation, dans le sens le plus absolu, c'est peut-être le moment de la scène avec la Brésilienne qui se met en tenue de carnaval, qui danse, et qui l'accompagne, qui danse avec elle, Ménez. Donc il y a une tentation là, enfin, au sens janséniste aussi. Oui, bien sûr. Oui, et non, après, il en est puni. Bon, mais c'est pas vraiment délibéré. C'est-à-dire, moi, je constate ça. Mon attitude par rapport au personnage, c'est effectivement une attitude de respect, d'observation. C'est étrange de dire qu'on observe des personnages concrets. Non, mais j'aime bien que partiellement, leur destin m'échappe. C'est-à-dire, je les lance et j'aime bien après voir ce qu'ils vont devenir dans une situation donnée. Mais par exemple, on prend un tout petit personnage qui n'apparaît que dans quelques scènes, qui est la fille qui va trouver le piano parce qu'ils ont besoin de faire chanter la brésilienne, et tout d'un coup, dans l'île Dieu, en pleine nuit, il faut trouver un piano. Alors, bon. Et puis alors elle se lève et elle est d'emblée typée comme, une jeune femme qui a fait un peu de piano, on voit bien la province, peut-être un peu de bovarisme comme ça, mais qui très gentiment dit j'en connais un, j'ai arrêté de jouer, mais bon. Et puis on trouve le piano, ça prend beaucoup de temps, elle se met au piano parce qu'il y a qu'elle qui joue. En fait, elle sait bien qu'elle ne joue pas bien. Surtout une musique une musique de samba en plus, c'est trop rapide pour elle. Et puis, en tant que spectateur, à cause de tous les films qu'on voit, on a un peu envie qu'elle joue bien et que ça chante, qu'on glisse sur ce petit détail qui est peut-être très réaliste, mais sur lequel on pourrait bien faire l'impasse. Et puis non, vous évidemment pas. Ça veut dire qu'elle joue mal, c'est trop lent. L'impresario commence à lever les yeux au ciel. Finalement, on invente l'hypothèse de la guitare, donc c'est Luis Rego qui va essayer de jouer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va entendre tout à l'heure, dès que j'aurai fini de parler. Et puis, et à un moment, on comprend que c'est embêtant pour cette pianiste, tout d'un coup, d'avoir été confrontée au fait qu'elle ne joue effectivement pas bien, qu'elle a peut-être eu tort d'arrêter de faire du piano, et elle est un peu aigre. Il n'y a pas de gros plan sur elle, il n'y a rien qui indique ça. Ça veut dire que il faut le voir, mais c'est pas très dur à voir, c'est en plein milieu de l'écran. Simplement, et ça me faisait penser à Tati, et d'ailleurs ça a à voir avec le type de comique de votre film, c'est pas un film qui va déclencher des éclats de rire spontanés de toute la salle en même temps, sauf certains gags qui sont réellement des gags, parce que chacun va peut-être, dans la même image, sympathiser avec un personnage. Et quel que soit le personnage avec lequel il va rentrer en phase, ce personnage, lui aussi passera un moment par une petite velléité, une petite poussée d'être quelqu'un d'autre, et qui sera gentiment rabroué, qui sera, y compris la chanteuse brésilienne, enfin qui n'est pas chanteuse, qui dit « je suis danseuse », personne ne la croit. Donc là aussi on se dit, elle va chanter divinement, elle chante et c'est pas bien. Et le type est venu d'Amérique pour avoir la preuve que finalement elle chantait mal. Et il y a donc beaucoup de petites indications comme ça qui me donneraient à penser que le film n'est un film si extraordinaire sur le temps qui passe que parce que les personnages sont déjà dans leur destin quand même. Alors je ne parle pas de résignation ou de choses aussi graves que ça, mais il y a une velléité qui retombe très vite. Et c'est à ce prix-là qu'on voit le temps qui passe. J'aime bien les rires qui sont établis, qui se font sur le dérisoire des personnages. Bien sûr, on pourrait dire que chacun des personnages est dérisoire à un moment ou à un autre.
Et c'est à ce moment-là sans doute qu'ils sont le plus comiques. Le personnage du marin est dérisoire lorsque, après ses fanfaronnades, finalement, l'acte ne suit pas vraiment la parole. Le personnage de l'avocate est dérisoire quand elle plaide à côté. Celui de la pianiste, comme vous venez d'expliquer. La brésilienne, quand elle se met à chanter. Le contrôleur qui croit qu'il va peut-être avoir une petite chance d'entamer une carrière artistique. Je dirais que si Rohmer c'était Marivaux, vous seriez une sorte de Feydeau extrêmement ralenti. Une sorte de Feydeau Pagnol néo-réaliste, mais microscopique. Feydeau, oui. Hein. Mais c'est quand même un peu la même démarche. Et ça crée très bizarrement, dans les deux cas, dans le cas de Rohmer aussi, mais Rohmer c'est beaucoup plus rapide, c'est un temps qui s'accélère, un sentiment absolument unique du temps, qui est peut-être d'ailleurs ce que le cinéma français de temps en temps produit de mieux. Donc on écoute non pas la scène de la pianiste et de la guitare qui viendra plutôt après, mais l'ahurissante plaidoirie de l'avocate, qui évidemment fait qu'elle perd son procès. Alors maître, vous avez la parole. En dépit des efforts de la partie adverse de les modifier à son avantage, les faits restent les faits. Auparavant, j'aimerais néanmoins signaler que ce que nous appelons le français n'est pas une chose éternelle, unique et définitivement codifiée. Le français, c'est la langue utilisée aussi bien pour acheter 1 kilo de pommes de terre, dire « ma chérie », remplir une feuille d'impôt ou bien rédiger un traité de mécanique ondulatoire. Cette vision totale du français amène à distinguer plusieurs niveaux. La langue commune, la langue soutenue, les éléments sentis comme vulgaires ou obscènes, les pratiques régionales du français, les vocabulaires techniques, les états de langue anciens, réutilisés comme archaïsme, etc., etc. Aucun de ces niveaux n'est à rejeter a priori. Tous, à des titres divers, forment notre langue. À partir de là, 2 remarques peuvent être faites. Première remarque. Il est clair que l'organisation actuelle de la société française préside à l'organisation de la plupart de ces niveaux. Il est tout aussi clair que toute modification dans la configuration des diverses classes sociales entraînerait une modification de ces niveaux. Mais qui peut préjuger de la nature de cette modification? Deuxième remarque, ces niveaux, bien que saisis dans la langue, ne lui sont pas entièrement réductibles. À leur dimension sociale, il convient d'ajouter le rôle des situations de communication. Selon les circonstances, nous utilisons tel ou tel de ces niveaux. Et celui d'entre nous qui dira ici « Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mon briquet ?» s'exclamera là « Qu'est-ce que j'ai encore foutu de mon briquet ?» Hugo pouvait laisser un temps la plume de la légende des siècles pour écrire sur son carnet « Nodi au pâtissier au mois d'octobre 1060 ». En un sens, cela rassure. Et la leçon est à retenir. L'essentiel est de discerner les fautes contre le système de la langue et les fautes pour inadéquation du niveau à la situation de communication. Les premières appellent une correction qui ne peut laisser aucun choix entre les nécessités du code et les errements de la maladresse. Les secondes appellent une réflexion qui amène à choisir entre plusieurs niveaux possibles. Et non pas à condamner sans appel comme commun, vulgaire ou régional le tour employé. Si j'ai cru bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, de procéder à cette introduction. Introduction semble, maître, que vous vous égarez. Bien loin de nous expliquer le comportement fantasque de votre client, vous introduisez ici des obscurités, et le tribunal a quelque peine à vous suivre. J'ai l'expérience soutenue de ce genre d'audience, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire autant d'embarras. C'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez.
Dans ces conditions, Monsieur le Président, si vous pensez que je suis en dehors du sujet, je ne peux m'adresser qu'à votre perspicacité, étant persuadé que vous aurez su percevoir la mauvaise foi de notre adversaire et l'innocence de Marcel Petitgas. On parle avec Jacques Rosier de Maine-Océan et on rit de cette scène. Il reste peu de temps, mais suffisamment pour aborder l'une des choses les plus mystérieuses du cinéma français, qui est la méthode de Jacques Rosier. Bon, autant le dire, vous avez la réputation d'être terriblement exigeant, atrocement difficile, intégralement tyrannique, maniaque au dernier degré. Et alors, une fois de plus, on va dire du bien de notre producteur favori. C'est Paolo Branco qui a produit le film. Et quand il m'a dit « je vais faire le film de Rosier », je lui ai dit bah, « si tu réussis, vu la réputation qu'il a, c'est que tu es vraiment un vrai producteur ». Donc, il y a quelque chose de très complexe et de très minutieux dans la façon dont vous vous organisez pour obtenir toutes ces choses dont on a parlé, hein, le sentiment du temps, le respect des personnages, le théâtre dans le cinéma et vice-versa. Qu'est-ce qui vient d'abord quand vous faites un film? C'est d'abord le texte, les personnages, et comment ça se... comment on travaille après moi, tout ça? Je me trouve le plus charmant des metteurs en scène. J'ai pas l'impression, effectivement, je suis peut-être tyrannique, mais la tyrannie elle est peut-être aussi par rapport à moi. J'essaie de capter les choses dans la facilité. Vous voyez, cette tyrannie, en fait, c'est imposer tyranniquement la facilité. Imposer la tyrannie pour faire établir la liberté sur le plateau. Voilà, je crois que la liberté, c'est souvent quelque chose qui se conquiert. Alors, la méthode, la liberté. Déjà, la liberté des interprètes. C'est-à-dire qu'ils soient à la fois complètement respectueux du texte, puisque là, c'était pas un film en improvisation, c'était un film vraiment avec un texte écrit, et en même temps qu'ils aient le sentiment d'inventer leur texte. Donc, supprimer, mais là, je suis pas le seul, supprimer tout ce qui peut les contraindre, des places trop rigoureuses, des impératifs techniques. Je vais pas m'étendre, mais... la liberté d'avoir l'impression qu'ils inventent leur texte. C'est-à-dire, je vais essayer de me contraindre, même si j'en ai envie, à ne pas donner d'indication d'intonation. Surtout pas. En revanche, leur donner je dis tempo, parce que je pense à la musique, moi. C'est-à-dire qu'effectivement, un chef d'orchestre décide d'un tempo préalablement. Bon, le tempo est indiqué par le compositeur, mais quand même, on peut un peu modifier. On sait bien que chacun des chefs a une manie de... Bon. Alors, le tempo, pour une scène, c'est-à-dire trouver le bon battement de la scène. Et ça, j'essaie de le communiquer aux interprètes. Et peut-être, vous voyez, une chose très, très simplette, j'aime pas que quelqu'un d'autre que moi fasse les claps. Pourquoi ? Parce que cette voix d'un machiniste, d'un clapman préposé, qui d'un seul coup va crier quelque chose, ça va déjà être une sorte d'introduction rythmique. Alors ça va pouvoir gêner, éventuellement ça gêne l'interprète. Il faut que moi, par la façon dont je fais le clap, je lui communiquer, je vais le dire ou tout doucement, ou au contraire en le criant, je vais lui communiquer déjà une certaine vibration. Et ça marche. Alors, donc là, je lance quelque chose. Puis après, je corrige. C'est-à-dire je considère, bon, toujours l'école de Renoir, mais je ne suis pas le seul non plus. Je suis le spectateur privilégié, c'est-à-dire le premier. Donc là, je dis à l'interprète, là, j'ai marché, là, j'ai pas marché. Là, je crois que, voilà, un spectateur qui interviendrait dans le spectacle. Qu'est-ce qui privilégie la liberté de l'interprète? C'est aussi peut-être, mais c'est pas un esprit de système, mais je tourne... assez souvent à 2 caméras. D'abord, ça permet d'aller plus vite, ça permet d'enregistrer de plus longues continuités de jeu en une seule prise. Ça donne aussi une grande flexibilité au moment du montage. On peut facilement passer d'une prise à une autre en donnant l'impression que c'est une continuité par l'artifice de la 2e caméra, qui peut être soit sur un point de vue convergent, soit sur un point de vue divergent. Donc ce système de 2 caméras, quand je suis dans des difficultés de tournage, j'aime bien l'obtenir. Exemple, dans le train, eh bien, on a tourné à 2 caméras. C'était pas facile de tourner dans un train, c'était le Maine-Océan. Je voulais tourner dans le Maine-Océan. Il mettait 3h05 ou 3h08 pour faire Paris-Nantes. Et j'ai quand même mis 2 caméras dans une voiture de première. C'est quand même pas très large. Mais ça me donnait quand même la possibilité de faire la scène, de filer la scène. Qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est peut-être... Mais par exemple, le choix des acteurs, ça vient à quel moment? C'est avant le texte, texte, choix des acteurs, c'est texte. souvent préalable à l'écriture. C'est-à-dire, ça m'est difficile, c'est pas une originalité non plus, ça m'est difficile d'écrire, de composer un rôle sans voir déjà quelqu'un.
En l'occurrence, là, le rôle de Ménez a été écrit pour lui, le rôle du marin a été écrit pour Yves Afonso, que je connaissais avant, et j'ai tout de suite imaginé, quand avec Lydia Feld, on a imaginé ce personnage de marin, on a tout de suite pensé à Yves Afonso, avec lequel d'ailleurs on avait fait un petit brouillon en vidéo pour Lina. Et je n'imaginais pas que quelqu'un d'autre que lui pouvait interpréter ce personnage. Je ne dessine pas dans l'esprit un personnage arbitraire qui après va prendre les traits de. Là, je peux pas. On parlait du montage aussi. Alors le montage, je crois que là, c'est quelque chose... Il y a une légende qui court, on dit que je mets très longtemps à monter les films. C'est pas, là, celui-là, je l'ai monté plutôt rapidement. C'est-à-dire, ça s'est étalé sur 4 mois et demi. Mais je tiens à faire le montage moi-même, du moins pour l'organisation des sons. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est, j'explique ça, je dis c'est la mise en scène bis, c'est-à-dire toute la structure, tous les enchaînements de paroles, la façon de caler la phrase de celui qui pose une question, par exemple, et la réponse, on peut très bien, si c'est enregistré en 2 prises différentes, on peut très bien changer complètement les temps. Donc, je travaille sur 2 bandes, mais l'articulation, la construction sonore des demandes et des réponses, ou les enchaînements, tout ça, c'est quelque chose qu'on organise sur la table de montage. Ça me semble difficile de laisser à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut le faire aussi bien que moi, mais à ce moment-là, c'est le metteur en scène bis, c'est sûr. Donc cette impression de fluidité, de liberté du langage, elle est quand même le résultat d'un travail à l'oreille important. Voilà, c'est peut-être ce que les points. Mais j'ai pas l'impression d'être un cas unique. Non, en fait, dans cette façon de procéder. C'est pas très mystérieux. Tous les cinéastes français qui ont considéré que le son et le rythme dans le son et la qualité et la vérité du son étaient au moins aussi importants, et même souvent un fil conducteur. Moi, je dis plus. Oui, une sorte de... Ce par rapport à quoi l'image vient et non pas le contraire, sont toujours obligés d'avoir une sorte d'emprise très forte sur leur film. C'est vraiment leur chose. Donc c'est vrai que c'est la tradition Pagnol, Renoir, c'est une tradition qui a été continuée en grande partie par la Nouvelle Vague, beaucoup par Eustache par exemple, des gens comme ça. Elle continue avec vous, comme elle continue avec, je sais pas, Rivette ou des gens même qui sont venus ici. Sans faire de polémique, pour moi, c'est plutôt la tradition la plus inventive du cinéma français. Et on est un petit peu inquiet des fois quand on voit des films ou des propos des metteurs en scène sur le cinéma. Je sais pas, quand Claude Berry dit par exemple... je vais faire Jean de Florette d'après Pagnol. Pagnol, c'est formidable, mais c'est pas assez visuel, et moi, je vais mettre de l'image. On se dit que d'emblée, il a dit la chose qu'il fallait pas dire, puisque justement, c'est parce que Pagnol écoutait le son de ces dialogues dans un camion. Enfin, on connaît l'histoire de Pagnol qui écoutait plutôt qu'il ne regardait. Ah oui, alors je ne savais pas. Oui, il a fait ça souvent, que l'image suivait. Quand le son était juste, l'image suivait. Et c'est cette tradition-là qui permet de poser toutes les questions dont on a parlé un peu abruptement au début. La question du temps, c'est évidemment la question de la voix. Il y a quelque chose, on ne peut pas tricher avec la voix. Le temps que ça prend à quelqu'un de dire quelque chose, et surtout le temps que ça prend de comprendre ce qui est dit, c'est quelque chose qui se joue beaucoup plus sur le son que sur l'image, parce que l'image n'a pas de durée. L'image, elle peut durer 2 secondes. D'ailleurs, on le voit bien avec les clips. Tandis qu'on ne pourra pas, à moins d'arriver à l'onomatopée, ce qui, pour un Français, sera quand même une tragédie, et ce qui d'ailleurs prouverait que le discours de l'avocate n'est pas idiot, après tout, quand elle parle de linguistique, ce serait un suicide, pas seulement du cinéma. Donc, moi, je ne suis pas totalement surpris que vous ayez cette réputation, qu'elle soit exagérée ou pas. Si on tient vraiment à raconter une histoire, je crois qu'on doit passer par là. C'est-à-dire, il est difficile de raconter une histoire par un clip, par le moyen du clip. Je ne pense pas. Je pense que ceux qui s'intéressent vraiment à un récit, enfin toute la tradition théâtrale française est là. On imagine difficilement une scène du malade imaginaire avec des ellipses. C'est vraiment la situation qu'il faut affronter parfois, et ça doit passer par un dialogue qui s'établit. Ce qui se passe avec les clips, c'est qu'en général, c'est des petits résumés de récits, et souvent des récits qui ont déjà été racontés dans le vieux cinéma. Simplement, ceux qui savent bien faire les montages de petits résumés ne savent plus faire les grands récits. Donc on arrive à... on sait le résumé, mais bon, c'est comme si on voulait résumer un poème, quoi. Voilà, la chose irrésumable, c'est le poème. Donc le film sort le 16 avril, dans moult salles. C'est
C'est un des plus beaux films français qu'on ait vu depuis longtemps. Je le pense et je le dis. On remercie Jacques Rosier d'être venu. On espère ardemment qu'on ne va pas attendre de nombreuses années avant d'avoir un film, un nouveau. Et on finit sur la chanson, la grande chanson centrale, la grande samba, qui soude pendant quelques minutes tout ce petit monde.